conférence des chefs d'État a décidé que nous entrions dans une période de 6 mois au cours de laquelle nous allons engager les discussions pour organiser le mieux possible ce départ. Et bien entendu, à laisser la porte ouverte pour que si dans cette période de 6 mois, nos pays frères du Mali, du Niger et du Burkina Faso décidaient de revenir au sein de l'organisation sous-régionale, qu'elles puissent pouvoir le faire. L'esprit dans lequel cette conférence de chefs d'État s'est tenue et ce qui est la position du Bénin, c'est un esprit constructif. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons cette période de 6 mois au cours de laquelle nous allons devoir nous atteler à organiser de la meilleure manière possible pour impacter le moins possible les populations pour organiser cette décision de départ. Pour la CEDEAO, plus particulièrement pour le Bénin, la question de la préservation des intérêts de nos populations, elle est essentielle. Et c'est la raison pour laquelle, pendant cette période de 6 mois, tout ce qui s'appliquait auparavant continuera de s'appliquer. Cela veut dire qu'il y aura toujours une libre circulation des biens et des personnes des pays de l'AES vers les pays de la CEDEAO et vice-versa, puisqu'ils l'ont annoncé eux-mêmes. La position du Bénin, elle est simple, et celle que le Bénin va défendre, c'est de tout faire pour préserver les populations, pour préserver les liens séculaires qui existent entre nos peuples. Et donc, trouver les voies et moyens pour que, pour les populations du Niger, du Mali et du Burkina, il n'y ait pas de changement. Et pour les populations, nous espérons aussi du Bénin, il n'y ait pas de changement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et qui se passait lorsque ces 3 pays faisaient partie de la CEDEAO. Et faire en sorte que ce qui nous lie et qui est séculaire ne soit pas remis en cause par des choix du moment. La direction départementale de l'industrie et du commerce du Borgou et de la Libori en lutte contre les produits impropres à la consommation en cette veille des fêtes de fin d'année. Face à la presse, le DEDIC expose le fruit de la moisson suite à la descente de ses équipes sur le terrain. Nous avons saisi dans les 2 départements confondus 28 types d'alcool en sachet plastique. Pour ce qui concerne les sachets, nous avons saisi plus de 450 000 sachets. Et en termes de bidons, allant de 50 ml à 100 ml, nous avons saisi plus de 9 500 saisis dans les 2 départements confondus, 28 types d'alcool en sachet plastique. Pour ce qui concerne les sachets, nous avons saisi plus de 450 000 sachets. Et en termes de bidons, allant de 50 ml à 100 ml, nous avons saisi plus de 9 500 saisis dans les 2 départements confondus, 28 types d'alcool en sachet plastique. Pour ce qui concerne les sachets, nous avons saisi plus de 450 000 sachets. Et en termes de bidons, allant de 50 ml à 100 ml, nous avons saisi plus de 9 500 saisis dans les 2 départements confondus, 28 types d'alcool en sachet plastique. Pour ce qui concerne les sachets, nous avons saisi plus de 450 000 sachets. Et en termes de bidons, allant de 50 ml à... Remise officielle d'ambulances médicalisées aux structures de formation sanitaire du département du Borgou. Cette cérémonie se déroule en présence des autorités politico-administratives et représentants des différents hôpitaux de zone du département. Un geste qui vient atténuer les conditions de travail et d'intervention des agents de santé. La remise de cet important lot de matériel permettra d'améliorer les conditions de travail et d'intervention des agents de santé. En vous remettant ce lot de matériel roulant, nous n'avons aucun doute du bon usage qu'en fera le personnel de santé et de la plus-value que ces équipements apporteront dans l'amélioration de la qualité de l'offre de services ainsi que de leur accès aux populations.
Garantir les soins de santé équitables à tous les citoyens est l'un des défis majeurs du gouvernement dans son PAG 2021-2026. La présente cérémonie de remise des 24 ambulances médicalisées aux formations sanitaires du Borgou acquises sur le budget national, qui fait suite à celle du lundi 17 juin 2024 à Cotonou, traduit, s'il en était besoin, l'engagement du gouvernement à respecter sa promesse relative au renforcement de l'accès équitable des populations aux soins de santé. C'est la preuve que le Bénin est en voie de gagner le pari de faire de son système sanitaire un système efficace de qualité et plus accessible à tous les citoyens. Chaque autorité procède à la remise symbolique des clés de ces ambulances. Ces dernières recommandent la bonne utilisation de ces matériels roulants. En retour, les bénéficiaires prennent l'engagement de veiller à l'entretien de ces joyaux qui viennent renforcer, selon eux, le parc automobile d'intervention de nos formations sanitaires. Durant une semaine, les usagers de la route seront sensibilisés. C'est une initiative du Centre national de la sécurité routière CNSR, dont l'objectif est de sensibiliser sur le respect des codes de la route afin de passer une période festive avec zéro accident de circulation. Compte tenu des divers chantiers ouverts, compte tenu d'un certain nombre de comportements observés, surtout au niveau des conducteurs, gros porteurs, je vais parler des bus, compte tenu de la mobilité urbaine qui se retrouve être impactée avec le nombreux véhicules à 2 roues obligés de circuler dans un environnement où toutes nos routes dans les grandes villes se retrouvent être en chantier. Nous avions décidé de vous réunir pour que vous puissiez savoir qu'une bonne fin d'année dépendra de notre mobilisation forte à nous tous. Les ONG seront envoyées vers les gares routières. Vous serez envoyés vers les nouveaux marchés où la circulation, la traversée aux usagers se retrouve être un peu difficile. Les acteurs de la sécurité routière affirment leur disponibilité et leur engagement à travailler pour cette cause commune afin que les usagers de la route passent en toute assurance et sécurité la période festive. Je voudrais une fois de plus assurer le directeur du CNSR que nous serons à ses côtés pour cette campagne. Et la sensibilisation doit commencer par les maisons parce que nous sommes à l'approche des fêtes de fin d'année. Et c'est ensemble que nous devons fêter. C'est ensemble que nous devons nous voir sains et saufs. Et donc, nous devons commencer la sensibilisation dans nos maisons, dans nos quartiers, avant de parler de ce que nous faisons sur la route. C'est une occasion pour nous d'inviter tous les acteurs du transport urbain, je dis bien tous les acteurs du transport urbain, vous qui êtes dans les agglomérations, sachez qu'aujourd'hui, nos agglomérations sont désormais des routes bien bâties, bien larges et bien disposées, mais possédant des panneaux d'indication où vous devez limiter vos vitesses, 30 km/h en agglomération. Cette campagne a démarré ce 19 décembre 2024 et s'étend sur une semaine. La population est invitée à la vigilance et au respect strict du code de la route afin de faciliter l'atteinte des objectifs. Le ministère de la Justice et de la Législation, à travers l'Agence pénitentiaire du Bénin, APB, avec l'appui du ministère de la Santé, a lancé ce mardi 17 décembre 2024 la 2e édition de la consultation médicale foraine. Cette initiative vise à évaluer l'état de santé général des détenus, administrer des soins appropriés et enfin promouvoir la santé en milieu carcéral. Procédant au lancement de cette activité, le directeur général de l'APB,
François Rompé a fait savoir que les personnes privées de liberté font face à des situations de choc, ce qui engendre des conséquences sur leur santé mentale et physique, d'où l'importance de cette consultation pour les détenus. L'état de santé des personnes privées de liberté est fragilisé par le poids de la détention et surtout le choc de l'incarcération. Les soins de santé administrés dans les infirmeries pénitentiaires demeurent insuffisants au regard des attentes. L'organisation des présentes consultations médicales foraines pour le compte de l'exercice 2024 vise à sauvegarder les acquis des précédentes éditions et à évaluer l'état de santé général des personnes privées de liberté afin de leur administrer, le cas échéant, des soins appropriés. La situation des patients privés de liberté dont l'état de santé va nécessiter une consultation spécialisée sera appréciée au cas par cas. Certains bénéficieront en fonction du pronostic vital d'une prise en charge immédiate et d'autres seront identifiés pour les prochaines consultations foraines de spécialité. Selon le médecin coordonnateur de la zone sanitaire d'Abomey-Calavi, Ava, toutes les dispositions sont prises pour permettre à chaque détenu de bénéficier de la dite consultation. On a 16 médecins qui ont été mobilisés pour les consultations et 16 infirmiers qui ont aussi été mobilisés. Donc on a constitué 16 postes de consultation. On a eu du matériel qu'il fallait pour assurer correctement les consultations et on espère que d'ici le samedi prochain, toutes les personnes privées de liberté de la maison d'arrêt auront bénéficié suffisamment d'une très bonne consultation de qualité. Le régisseur de la prison civile d'Abomey-Calavi, Rumbade Nestor, était aussi présent à ce lancement. Notons que cette consultation médicale foraine a démarré depuis le lundi 16 décembre et prendra fin le vendredi 27 décembre 2024. Les actions du gouvernement au plan social ont été exposées par Véronique Toinfodé lors de son second passage entrant dans le cadre des redditions de comptes du programme d'action du gouvernement PAG 2021-2026. Plusieurs actions d'aide sociale ont été posées durant ce second quinquennat. De 2016 à maintenant, il y a eu d'abord des mesures spécifiques à travers une loi et des décrets d'application qui permettent de régler de façon efficace et durable des problématiques qui sont liées au handicap. Et ce changement remarquable peut se voir déjà à travers, par exemple, les concours à la fonction publique. Je voudrais rappeler qu'avant 2016, il y avait très peu d'initiatives qui concernaient les filles déscolarisées. Et ces dernières années, dans nos espaces sûrs, près de 200 000 filles déscolarisées ont été coachées, puisque dans ces espaces sûrs, elles sont sensibilisées aux questions de santé sexuelle et de la reproduction pour éviter les grossesses précoces, mais aussi à d'autres compétences de vie courante. Alors, le projet Access, c'était la première tranche des filets socioproductifs. Ce projet s'est terminé depuis 2018 et a consisté dans des transferts monétaires à 20 000 ménages pauvres pour la subsistance alimentaire. Il y a eu un tel engouement pour ce projet que maintenant nous sommes arrivés au projet Gbesoke. Le projet Access, l'une de ses réalisations phares, qui consiste à transférer de l'argent mensuellement à ces ménages extrêmement pauvres pour les aider à mener une activité et prendre leur envol avec le temps. Que nous allons transférer des montants mensuels à des ménages pauvres, mais nous allons les suivre pour que ces ménages pauvres puissent réaliser des activités génératrices de revenus. Donc, la vision, l'objectif que nous poursuivons, c'est de pouvoir aider par la formation, par les activités génératrices de revenus, les personnes pauvres à se prendre en charge elles-mêmes que plutôt de les maintenir dans un état d'assistanat définitivement. Donc, chaque mois, elles recevront dans Gbesoke 10 000 francs par mois, mais au 5e et au 9e mois, ce sera 50 000 francs CFA par mois. Et il y a tout le coaching, tout l'accompagnement des assistants sociaux des guichets uniques de protection sociale pour que des activités génératrices de revenus soient menées et que les personnes puissent prendre leur envol. C'est la meilleure manière que l'État a de pouvoir porter les ménages pauvres en situation de difficulté, de les sortir de la pauvreté. Le processus d'identification de ces personnes extrêmement pauvres s'est déroulé avec une très grande transparence, a rassuré Véronique Toinfodé. Pour pouvoir exprimer la solidarité nationale vis-à-vis de cette couche, il fallait d'abord les identifier. Et en les identifiant, construire ce que nous appelons le registre social unique, ce qui a été fait. Sur cet élément,
par transparence, il faut aussi dire que les enquêteurs qui vont dans les ménages pour pouvoir identifier ces personnes sur la base d'une grille de questions qui permet de classer les personnes, ces enquêteurs, pour certains, ils ont aussi mis le pied là où il ne faut pas, c'est-à-dire certains sont même aux mains de la justice actuellement parce qu'ils ont enrôlé des personnes qui n'étaient pas pauvres extrêmes dans la base. L'État aura beau faire tous les efforts, il y a ce que chaque Béninois aussi a à faire en termes de contribution. Parce que là, cette base, du coup, il faut là encore la contrôler, la recontrôler, essayer d'enlever les personnes qui ne sont pas pauvres et pauvres extrêmes et mettre dans la base quelques pauvres extrêmes qui ont peut-être été oubliés. D'accord. Le gouvernement, à travers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, MASM, poursuit des efforts de solidarité en prenant en compte les filles, les femmes, les personnes handicapées, sans oublier les personnes extrêmement pauvres. Réalisation des travaux de voirie et d'assainissement et construction d'équipements socio-communautaires dans les communes d'Alada, Aplawe, Lokossa, Djougou, Kandi, Dassazoume et Pobé. Ces travaux impactent ainsi 7 des 12 communes chefs-lieux de nos départements et interviennent au titre des investissements municipaux portés par le programme BRIC. Ils prennent en compte, dans la commune de Lokossa, 3,9 km de voirie à paver et assainir, 4,8 km d'ouvrages d'assainissement, 460 mètres linéaires de collecteurs d'assainissement. À Aplawe, ce sont 3,4 km d'aménagement de voirie principale et 1,2 km de bretelles, ainsi que 889 mètres linéaires de collecteurs d'assainissement à réaliser. Dans la commune de Kandi, il s'agit de l'assainissement et du pavage de 6 rues pour un linéaire total d'environ 3,9 km. En ce qui concerne Alada, 4,46 km de rues seront aménagées, pavés et assainis. S'y ajouteront 6,5 km d'ouvrages d'assainissement, la rénovation du marché Saint-Michel avec la construction de hangars, l'éclairage public et la plantation d'arbres. À Dassazoume sont retenus des travaux de voirie et d'assainissement, la construction d'une gare routière et d'un parking gros porteur. S'agissant de Pobé, 3 km 507 de rues sont à paver et assainir, complétées par 5,5 km d'ouvrages d'assainissement, l'éclairage public et la plantation d'arbres, l'assainissement du marché et le pavage de ses voies d'accès sud et est, l'assainissement de la gare routière, la réhabilitation du hall IFA, l'aménagement de l'espace vert justant l'hôtel de ville, l'éclairage public et la plantation d'arbres. Enfin, dans la commune de Djougou, 2,6 km de voiries sont à paver et assainir, en plus de 991 mètres linéaires de collecteurs d'assainissement à construire. Les ministres concernés accompliront les diligences nécessaires à la formalisation des contrats de marché et veilleront à la bonne exécution des travaux. Depuis 2016, notre pays progresse par notre travail à nous tous. Les observateurs avisés affirment qu'on n'a jamais vu autant de chantiers ouverts à la fois au Bénin. L'eau potable n'arrête pas de gagner de plus en plus de localités et s'établit en cette fin d'année à 80% de taux de pénétration de la population contre 42% en 2016. Il en est de même dans le secteur de l'électricité où nous sommes victimes de notre propre succès en ce que l'explosion du branchement des ménages et l'arrivée d'un grand nombre d'industries gourmandes en énergie électrique dépassent largement nos prévisions et planifications. Mais nous serons au bout de nos peines dans les 24 mois à venir. Dans le secteur des infrastructures, la cité ministérielle, la cité administrative d'Abomey-Calavi, les cités départementales, les multiples édifices administratifs et d'institutions, les innombrables marchés modernes, ruraux et urbains, qui font de plus en plus notre fierté comme jamais, et j'en passe, témoignent de nos prouesses sans pareil. Le secteur de la santé n'est pas en reste, et le meilleur s'annonce déjà. Le centre hospitalier universitaire international d'Abomey-Calavi, l'hôpital de zone de Savé ou celui de Tchaourou sont autant d'exemples qui nous donnent l'avant-goût de ce qui est en cours. Dans le secteur productif,
notre dynamisme reste soutenu et enviable. L'industrie, l'agriculture, le commerce, les services et l'artisanat progressent de manière remarquable. La mécanisation agricole est en train de connaître un succès et une pénétration dépassant toutes les prévisions. Il en est de même pour l'industrialisation du pays, dont la vitesse surprend tout le monde avec ses exigences de matières premières agricoles, suscitant quelques controverses et justifiant ainsi que le progrès nécessite souvent des sacrifices. Quant au bon fonctionnement de notre administration publique, le constat reste éloquent, même si beaucoup d'efforts restent à faire. Nos services publics se dématérialisent et sont de plus en plus accessibles aux usagers, faisant reculer les tracasseries et la corruption. L'école béninoise a oublié les années scolaires irrégulières émaillées de grèves sauvages. Le microcrédit s'est définitivement débarrassé de l'allégeance politique et du rançonnement, et le nombre de bénéficiaires ne cesse de croître. Le secteur judiciaire s'améliore de plus en plus, même si l'effectif de magistrats nécessaire reste largement insatisfait, faute de postulants qualifiés. Mais l'État met les bouchées doubles pour combler le déficit et assurer la formation. Quant à la bonne gouvernance, notre pays continue de se distinguer et vient d'être classé 2e en Afrique et 1er de l'espace francophone d'Afrique en matière de transparence budgétaire. Enfin, il n'échappe à aucun regard que le Bénin s'impose de plus en plus comme un pays de rayonnement artistique, culturel et touristique. Tout ceci est possible parce que nous mobilisons davantage de ressources financières au plan interne et en assurons une gestion rigoureuse pour financer les projets structurants afin d'améliorer nos infrastructures, développer nos secteurs productifs, créer des emplois et améliorer le bien-être de nos populations. Tout cela permet au Bénin d'être plus crédible sur la scène internationale et de rassurer les partenaires qui lui font confiance. Qui viennent nous secourir, décanter la situation afin que le citoyen vive en paix, vive de ce qu'il a travaillé toute sa vie. Hein? Quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, par exemple moi qui suis ici, j'ai travaillé toute ma vie pour avoir une maison. Et je vais accepter que le géomètre vienne me couper cette maison en deux, sans raison. Ça, c'est impossible, c'est de l'injustice. Bradage des rues 1341, 1343 et 1347 dans le 13e arrondissement de Cotonou, précisément au quartier Adjara. Une situation à laquelle sont confrontés les habitants depuis près de 2 mois. Malgré les appels et messages adressés à la mairie de Cotonou et autres autorités, aucun changement n'a été observé. De plus, des constructions sont en cours, bloquant davantage l'accès à certaines voies. Cette situation crée de grandes difficultés pour les résidents qui attendent une action rapide des autorités municipales. Parce que c'est un quartier qui a été tracé il y a tellement longtemps. Nous sommes sur une rue maintenant, une rue longue, très longue, qui traverse tout le quartier. C'est une rue 1341. Et voilà, ici, par exemple, quelqu'un vient, se lève, il vient fermer la rue. La rue ne passe plus. Cette rue doit nous mener normalement dans le marché Adjaha. Voyez-vous, les briques sont encore très neuves. Personne ne connaît celui qui a vendu la parcelle. Celui qui l'a acheté ne présente rien comme un papier certifiant qu'il a acheté cette parcelle-là chez quelqu'un de valable, de quelqu'un qui la possède. Et c'est pour ça que nous passons par ce créneau pour appeler les autorités au secours. Certains habitants du quartier appellent le gouvernement afin que ces travaux prennent fin et que toutes les constructions réalisées soient démantelées. Ils ont fermé les vents et si le gouvernement ne nous apporte pas d'aide, ils vont complètement bloquer la voie et nous serons submergés par l'eau. On demande le secours du président Patrice Talon et du maire de la commune de Cotonou, Luc Setonji Atropo, pour nous aider.
Nous appelons notre père Patrice Talon pour nous aider à sortir de cette situation, car à notre âge actuel, nous ne pouvons plus travailler pour payer un autre terrain. Il faut aussi que toutes ces réalisations soient détruites afin que nous puissions trouver une voie de circulation. Les habitants du quartier Adjaha en détresse considèrent l'intervention de l'État comme le dernier recours. Ils appellent donc les autorités à s'impliquer activement et à appliquer la loi en vigueur pour mettre fin à cette situation. Le chef de l'État, lors de son discours sur l'état de la nation, a affirmé que le pays a fait d'importants progrès et qu'il n'y aura pas de compromis sur le plan politique. Une affirmation appréciée par certains acteurs politiques, dont Akapono Siro, membre du parti UPR, qui se dit satisfait. Je pense que ce que j'ai retenu, le chef de l'État a tenu un discours atypique, historique, et nous a montré qu'il suit tout ce que son peuple dit et tout ce que son peuple vit. Le fond, c'est intéressant parce que le chef de l'État a d'abord reconnu les efforts de chacun des Béninois, les sacrifices de chacun des Béninois, et leur a dit que ces sacrifices, ces efforts sont très indispensables pour le développement de la nation. Et il a dit que le Bénin est au-dessus de tout. Ça veut dire que tout ce que nous faisons, nous devons regarder l'intérêt supérieur de la nation et non nos propres intérêts. Le chef de l'État a d'abord reconnu que les Béninois ne sont pas aussi heureux, qu'ils ont des difficultés. Et c'est réel, c'est ça le réel politique. Mais il dit que sera derrière nous lorsque nous acceptons de nous sacrifier. Et il a profité pour dire aux politiciens qu'il ne sera pas d'accord à tout ce qui peut reculer le développement du Bénin. Et ceux qui pensent que c'est leur propre intérêt qui compte, parce que je vais être président ou parce que je dois être député, sans ça, on ne dira pas que le Bénin est développé. Il a mis un accent là-dessus, les a rappelés à l'ordre que le Bénin est au-dessus de tout. Nous devons penser vraiment au Bénin. Nyanki Saka Siro, membre du parti Les Démocrates, n'est pas du même avis. Elle perçoit la fin du discours du chef de l'État comme une menace. En tout cas, mes impressions ne sont pas bonnes quand on sait que le chef de l'État n'a fait que parler en fait des chiffres qui sont colmatés à l'extérieur. Et surtout, ce qui est décevant dans tout ça, et je crois que les Béninois seront d'accord avec moi, c'est les menaces qui ont caractérisé la chute de son discours. D'abord, il a parlé des lycées, il a parlé des choses qui n'ont pas encore été réalisées alors qu'on l'attendait sur le bilan de ce qui est déjà fait. Il nous a vendu des routes alors que nous avons des citoyens qui n'ont même pas la possibilité de déplacer leurs biens, surtout les sojaculteurs, et cela est fait légalement. Et on a vu un chef d'État qui, vers la fin, a menacé et dit, quel que soit ce qui va se dire, eux, ils vont continuer avec un ton, et je dirais, agaçant, un ton de menace. Et j'ai été surtout marqué négativement par le fait qu'ils disent que nous avons un passé honteux. Il est important de noter que dans son discours, le chef de l'État a reconnu que le pays est confronté à certaines difficultés, notamment sur le plan sécuritaire, et que des mesures sont en train d'être mises en place pour essayer de résoudre ces problèmes. C'est un discours qui a séduit tout le peuple béninois et qui nous nourrit d'espoir et qui nous fait croire que le Bénin a véritablement décollé. Parce que, vous l'avez entendu, il a fait un peu le point des réalisations sur le plan infrastructurel et les lycées techniques en construction et les cantines scolaires et tout. Et j'ai gardé une phrase du président de la République et ça laisse à croire que c'est un président qui est à l'écoute de la base. Il dit, je cite, « Même si nous ne mangeons pas les routes, c'est que les routes nous donnent à manger. » C'est plein de sens. Pour moi, c'est un discours, je dirais, très engagé. Comme d'habitude, le président a évoqué toutes
les actions, ce qui a été réalisé dans le pays, pour le développement du pays. Mais particulièrement cette fois-ci, c'était un discours qui, je dirais, est un peu poignant parce que surtout vers la fin, où il a totalement montré la détermination du gouvernement à avancer, quelles que soient les situations. Je souhaiterais que les réformes qui ont été engagées dans le pays, dans plusieurs secteurs, ces réformes-là puissent toucher le secteur de la communication également, notre métier, les médias. Le chef de l'État, à travers ce discours adressé à la nation, a fait preuve de la maîtrise de la situation. La croissance économique qui, à sa prise de service en 2016, dans notre pays, était à 1,8% et aujourd'hui qui avoisine déjà les 6,8%. Les observateurs extérieurs aussi en ont martelé, donc il n'est pas en train de se vanter. Bref, pour être court, il a présenté un discours dans lequel il a parlé peu, mais a dit beaucoup. C'est un exercice constitutionnel auquel le chef de l'État se livre et il l'a fait. On savait déjà que le chef de l'État doit parler des réalisations et qu'il doit parler des différentes avancées. Mais le chef de l'État, pour ma part, parce que par ma profession de journaliste, nous sommes toujours en contact avec la population et nous savons ce que la population dit, ce qu'elle ressent ou ce qu'elle exprime aussi face à ce qui se passe. J'attendais un peu plus le chef de l'État sur les sujets qui ne sont pas encore résolus. La population a beaucoup plus soif de savoir est-ce que nous irons à une élection paisible. Je l'attendais beaucoup plus dans un ton d'apaisement. La médecine nucléaire consiste à administrer aux patients en quantité faible et sans danger des composés contenant des matières rétroactives, les radiopharmaceutiques qui peuvent servir à des fins de diagnostic et de traitement. C'est un type d'imagerie médicale comme la radiologie, mais cette fois-ci, c'est les bienfaits de la radioactivité qu'on utilise, on injecte aux patients et ça permet d'avoir une image fonctionnelle d'un organe donné. L'imagerie fonctionnelle nous permet de trouver de façon claire et précise le diagnostic lié à un organe donné. Les avis des citoyens sur la médecine nucléaire sont diversement appréciés. La médecine nucléaire, c'est une spécialité médicale qui utilise des substances radioactives, encore appelées radiopharmaceutiques, pour diagnostiquer et traiter certaines maladies. Des propriétés radioactives pour des fins médicales. Je pense que la médecine nucléaire est la branche de la médecine qui utilise la radioactivité pour guérir des patients. Au Bénin, cette branche de la médecine moderne est peu connue. C'est une première, d'abord au Bénin et dans la sous-région ouest africaine, de développer la médecine nucléaire dans sa globalité. Et donc nous remercions le gouvernement d'avoir pensé à vraiment créer cette unité de médecine nucléaire à travers son président, le président Patrice Talon, et le ministre de la Santé, le professeur Opati Benjamin, mais également le pionnier de la médecine nucléaire au Bénin, le professeur Amoussou Guéno, qui a vraiment œuvré pour que cette unité-là soit vraiment effective au Bénin. Dans le but d'accéder aux soins de qualité, le gouvernement entend doter le centre hospitalier international de Calavi de cette branche de la médecine moderne. Une première au Bénin qui permettra d'attirer les patients vers cet hôpital de référence selon les propos du spécialiste. Le rejet du budget de l'État, exercice 2025, par le Parti Les Démocrates a fait objet de discussion sur le plateau du décryptage de ce 15 décembre. Le consultant politique Agapit Napoléon Maforican, en réponse à l'honorable Jim Kolawole Ogbon, qui a affirmé au cours de l'entretien que ce refus est justifié car selon lui, le budget ne prend pas en compte les aspirations du peuple.
Dans ses analyses, le consultant politique soutient que l'opposition devrait poser des actions concrètes sur le terrain afin de conquérir le cœur des citoyens au lieu de contredire toutes les actions du gouvernement sans proposer d'alternatives. L'opposition n'a pas à se mêler des actions du gouvernement. L'opposition a fait ce qu'il doit faire, a produit du contenu, doit faire des propositions alternatives et promouvoir l'alternance démocratique. Alors, c'est ce qu'on leur demande, ils n'ont qu'à occuper le terrain. C'est la démocratie. Mais quelle est cette démocratie où on demande que le consensus? On ne veut rien donner, mais on veut que les autres viennent à vous. Ça n'existe pas. C'est du gagnant-gagnant. C'est un jeu d'intérêt. Vous êtes opposant. Donc, vous êtes une minorité. Ça veut dire que le peuple n'a pas encore confiance en vous. Il y a une majorité en place qui a le soutien du peuple. Mais c'est elle qui a la confiance du peuple. C'est à vous de démontrer au peuple que vous pouvez faire mieux. Mais pas en mentant. Parce qu'on a déjà essayé plein de choses. Et l'opposition passe à côté de l'essentiel. Et c'est ça qui dérange. Le Parti des démocrates doit revoir sa copie en toute partie. En toute partie. Parce qu'il n'y a que de la mélancolie dans ce qu'on nous a dit. Une mélancolie voulue pour noircir un tableau qui est tellement éclatant que nul ne peut réussir cette opération. Je veux dire mélancolique. En répliquant aux membres du cadre de concertation des forces de l'opposition qui tentent désespérément de rallier l'Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain à l'audit du fichier électoral, le consultant politique estime que le refus d'association des partis de la mouvance à cette initiative n'empêche pas l'audit du fichier. L'UPR n'a pas allé demander l'audit. Le BR n'a pas allé demander l'audit. Bon, peut-être que moi, elle est condescendant pour l'audit, je ne sais pas. Mais RN n'a pas demandé l'audit. Alors donc, pourquoi on veut que cela soit nécessairement là? Et quand les gens disent, nous on n'a pas besoin pour le moment, on dit, ça veut dire que ils ne sont pas d'accord, que le chef d'État ne veut pas. Le chef d'État, c'est eux, c'est le Parti des démocrates qui allait faire ça avec le chef de l'État. Ce n'est pas un cas de concertation. Ce n'est pas tous les partis. Nous sommes en pratiquement un an des élections. Il faut que les gens laissent le processus se dérouler. Il faut qu'ils aillent travailler sur le terrain. Il faut qu'ils cessent d'intoxiquer la population. Voilà un peu. Donc, en fait, d'audit là, personne n'empêche leur audit à eux. L'essentiel est que le ministre de la Justice a montré sa disponibilité. C'est-à-dire que le gouvernement est disponible. La nomination des ministres conseillers a pour objectif de faire fonctionner le pays. C'est ce qu'affirme Agapit Napoléon Mafouikan. Face à l'actualité de la nomination des ministres conseillers, Agapit Napoléon Mafouikan estime que l'objectif est de faire fonctionner le pays. Qu'il ait 12 conseillers de mission, conseils spéciaux. Où est le problème? Les ministres conseillers, c'est des conseils spéciaux. C'est des conseillers spéciaux ou chargés de mission, pas plus. C'est leur rôle, ça. Donc, ce n'est pas des membres du gouvernement particulier. C'est un seul qui assiste au conseil des ministres. C'est le patron, c'est le coordonnateur de ça. Donc, c'est des conseillers spéciaux chargés de mission du président de la République. Voilà le rôle. Et il peut en nommer encore 50, s'il veut. C'est tant que pour la République. Si les gens vont voir sur le terrain qu'on le conseiller sur la mise en œuvre des projets dans tel ministère, donner quelques idées ici et là, s'ils peuvent le faire pour que marche le pays, en quoi il y a un problème? La question est de savoir, même s'ils le font pour le compte du l'UP, du BR ou je ne sais pas quoi, en quoi ça dérange quelqu'un? Est-ce que ce n'est pas pour le pays? Alors, qu'est-ce qui dérange dedans? Le consultant politique sur le plateau du décryptage a également axé ses réflexions sur le sujet des 34 ans de notre Constitution. Pour lui, la Constitution du 11 décembre 1990 reste toujours la même, malgré qu'elle ait connu de révisions, contrairement à l'idée que développe l'honorable Ogbon Kolawole, qui a affirmé qu'après la révision de 2019, la Constitution est devenue tout autre. La sécurité des biens et des personnes constitue une priorité pour le gouvernement de Patrice Talon. Afin de lutter efficacement contre la montée du terrorisme, une structure de secrétariat permanent de la Commission nationale de lutte contre la radicalisation, l'extrémisme violent et le terrorisme a été créée. À cette occasion, notre invité spécial, Louis Tokpanou, contrôleur de police, apporte des éclairages sur la radicalisation, l'extrémisme violent et le terrorisme. La radicalisation est un processus social psychologique d'engagement de plus en plus profond par lequel des individus viennent à adopter des idéologies sociales
politiques religieuses qui sont en déphasage avec l'objectivité. Et pour définir l'extrémisme violent, pour le secrétaire général des Nations Unies, dans la prévention de l'extrémisme violent par l'éducation, guide à l'usage des décideurs politiques, ce terme renvoie aux opinions et actions de ceux qui approuvent la violence et qui ont recours au nom d'objectifs idéologiques, religieux, politiques. Qu'entend-on par terrorisme? En son article 162, constitue un acte de terrorisme l'atteinte à la sûreté intérieure et ou extérieure de l'État, les infractions en matière informatique, la mise au point, la fabrication ou l'utilisation illégale d'armes, de munitions, de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide de telles substances. La création de cette nouvelle structure a pour objectif de prévenir le terrorisme en s'appuyant sur la collaboration de plusieurs institutions. Nous avons l'obligation d'élaborer des stratégies et des politiques en matière de prévention de ce phénomène en liaison avec les autres départements ministériels et les différents acteurs, que ce soit de la société civile, que ce soit étatique ou non. Il y a également les organisations de la société civile. Si on prend Social Watch, nous avons également des activités que nous menons pour prévenir ce phénomène, sans parler du suivi de la situation sécuritaire relative à ce phénomène, avec comme objectif de produire des documents à l'intention de l'autorité pour des décisions qui s'imposent en temps réel. Le secrétariat permanent de la Commission nationale de lutte contre la radicalisation, l'extrémisme violent et le terrorisme mène diverses actions avec le soutien de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, et de l'UNICEF pour renforcer la lutte contre ce fléau. Ces activités incluent la sensibilisation de la population sur l'extrémisme violent, les processus de radicalisation et sur les stratégies à adopter pour éviter de sombrer dans la radicalisation. Globalement, le Bénin s'assume à l'intérieur comme à l'extérieur, comme un État souverain avec des populations qui vont et qui vaquent à leur occupation de manière souveraine, de manière libre. Du point de vue indice, le Bénin se positionne quand même à bien des niveaux, à bien des égards, en de bonnes positions. Dans tous les domaines, ça tourne normalement. Oui, il y a des choses à pas faire. C'est sûr que 2024, il y a eu des situations, quelques situations délicates. Oui, ces situations ont existé, mais ça n'empêche pas, l'État tourne, le pays ne s'arrête pas, l'administration tourne, les examens ont eu lieu normalement. Que le Bénin se qualifie les deux fois sur le même président, ça n'a jamais été le cas avant. Donc, on peut dire que l'État se porte bien, à mon humble avis. Nonobstant les difficultés ici et là qu'on peut observer, oui, l'opposition va toujours dire ce qu'elle dit. La question des agriculteurs, la question de soja, un certain nombre de situations que le gouvernement essaye de manager. Les exportations de certains produits vivriers qui créent la rareté et qui créent les situations que nous n'arrivons pas à gérer. Le gouvernement l'a managé plus ou moins convenablement. On peut dire qu'à ce niveau, le gouvernement a joué son rôle de régulation. Est-ce qu'il a réussi? Peut-être pas, peut-être parfois, peut-être pas toujours, mais cela dit, le gouvernement l'a fait à bien des niveaux. On a ouvert les marchés modernes. C'est quand même, on peut dire que 2024 a vu la concrétisation d'un certain nombre de chantiers qui avaient été lancés et qui se sont rendus réels. Dans la rubrique L'invité du soir, le consultant politique Agapit Napoléon Maforékan a partagé ses prévisions par rapport au discours du président sur l'état de la nation. D'après lui, l'État béninois est en excellente santé. Au niveau de chaque secteur, si vous prenez les secteurs vitaux qui sont caractérisés peut-être par les ministères que nous avons, aussi bien au niveau national, lorsqu'on prend chaque pôle, il y a des raisons d'espérer. Ça marche.
Nous venons de nous qualifier pour la prochaine CAN, décembre 2025. Sous les talons, ça fait la deuxième fois que le Bénin se qualifie. Et ça, c'est à notre actif, ça n'a jamais été le cas avant. Donc, on peut dire que l'État se porte bien, à mon humble avis. Selon lui, il y a eu des avancées sur le plan des relations frontalières avec les pays voisins. Au niveau frontalier, pour ne pas parler de nos relations avec certains voisins, entre le Bénin et le Niger, par exemple, en juillet 2023, à la fin de l'année, a beaucoup évolué dans le bon sens. Aujourd'hui, les ambassadeurs sont nommés. C'est les copies des lettres de créance qu'il a pu transmettre au ministre des Affaires étrangères en tentant de présenter ces lettres de créance au chef de l'État. C'est en cours. Un ambassadeur du Niger à Cotonou a été nommé. Donc, ça évolue aussi de ce sens. Le consultant politique revient sur la question de la révision manquée de la Constitution qui n'a pas encore été abordée par le gouvernement. Je vais peut-être revenir sur la révision manquée de la Constitution, donc la question politique. L'année a été très animée par l'interview du chef de l'État déjà en début d'année qui a fixé le cap. Moi, je ne suis pas homme à faire la promotion de mes amis. En le disant clairement, je pense que ça a fixé le cap à ceux qui s'attendaient peut-être à une certaine gestion de la fin du mandat ou une certaine dévolution du pouvoir. Mais ça a évolué également par une tentative de révision de la Constitution, un peu, enfin, dans des conditions un peu bizarres. De toute façon, la révision a été rejetée et ceux qui l'ont voté contre ont un vote. Et dans la foulée, le code électoral a été retouché sur recommandation de la Cour constitutionnelle. Mais cette fois-ci, les députés sont allés plus loin. Pratiquement, ils ont doté le pays d'un nouveau code avec des orientations différentes que les codes précédents. Ici, le nouveau code a donné la main carrément aux partis politiques. Carrément aux partis politiques et à l'assise nationale de ces partis politiques. Voilà. Bien que la nation soit en bonne santé, de nombreuses perspectives demeurent ouvertes. Elles seront influencées par les mesures concrètes qui suivront ce discours. Dans un contexte où la majorité et la minorité font partie de l'équilibre politique au sein de la démocratie, la question des devoirs de la minorité s'impose. Sur l'invité du soir, le consultant politique Agapit Napoléon Maforican donne les clarifications sur la notion de minorité politique et évoque ses devoirs au sein de la démocratie. Au terme d'un scrutin, le groupe qui n'est pas majoritaire, donc le groupe qui n'a pas gagné le scrutin, mais qui a quand même eu la possibilité d'avoir des voix ou des sièges, est présumé groupe minoritaire. La minorité est importante. Elle occupe une place importante. Elle a le devoir de proposition. Elle a le devoir de discipline. Elle a le devoir de manifester dans l'ordre. Elle a le devoir de préserver l'enfance, l'adolescence, de préserver l'ordre public et les nécessités de défense. La minorité a le devoir de rester à sa place. Et la majorité, de savoir qu'à côté d'elle, majorité, il y a une minorité qui demain peut devenir meilleure. Le pouvoir de décision de la majorité prime sur celle de la minorité, mais il revient à la minorité de mieux s'organiser pour être plus efficace sur le terrain. La minorité doit aller chercher les voies et moyens de mettre en place sa stratégie et de se positionner pour des élections à venir avec des propositions alternatives qui puissent impacter, disons, la gouvernance. Je pense que l'erreur, c'est de penser qu'une minorité a des droits qui doivent supplanter ceux de la majorité. Si la minorité doit être prise en compte, la minorité ne doit pas être brimée, la minorité ne doit pas être bradée, la minorité ne doit pas être piétinée. C'est une évidence. Mais la minorité doit quand même commencer par respecter le jeu, respecter surtout la majorité. La minorité en politique doit connaître sa place et adopter de bonnes stratégies afin de mieux se faire entendre et veiller à respecter la majorité. Après le rapatriement de 150 Béninois de l'Algérie et de la Guinée équatoriale via des efforts conjoints du gouvernement et de l'OIM, plusieurs questions hantent les esprits sur les causes principales de l'immigration de ces citoyens. Rudolf Ocal, Steven Sosukpe et Théodule Roussa ont essayé d'apporter des réponses à certaines de ces préoccupations sur le plateau de la rubrique Le Débat de l'émission Le Grand Soir de ce 16 décembre 2024.
Pour Rudolf Kahl, analyste politique, la raison fondamentale de ce flux migratoire est d'ordre économique. Ces gens qui partent, c'est prioritairement, fondamentalement pour des raisons économiques. Donc ça veut dire qu'ils ont un mal-être chez eux, et puis ils estiment qu'en allant en Occident, ils vont pouvoir refaire leur situation économique. C'est pour ça qu'ils partent le plus. Et bon, il faut que les autorités prennent le taureau par les cornes. Maintenant qu'il est encore temps de le maîtriser. La proportion, je le dis encore, n'est pas démesurée. C'est encore un problème qu'on peut tuer dans l'œuf rapidement si pour autant il y a la volonté politique. Le politiste Steven Sosukpe va également dans la même direction et invite le gouvernement à assurer le bien-être de la population. Ce qui a commencé par aggraver la situation est qu'il y a des crises économiques qui font que chaque État aujourd'hui a le devoir d'assurer le bien-être à sa population. Quand le gouvernement n'arrive pas à assurer le pain à chaque citoyen, les citoyens sont obligés d'aller chercher ce pain-là quelque part. On pourrait dire que c'est plus la faim ou le ventre qui pousse les gens à embrasser des projets du genre. Il faut que très tôt, les autorités au pays puissent prendre les mesures qu'il faut pour que les jeunes puissent se sentir à l'aise au pays. Il faut que le Béninois puisse se dire, si je suis né sur la terre béninoise, c'est que tout ce qu'il faut pour mon épanouissement, c'est ici. Mais il faut que les conditions soient créées. Théodule Ronsa, journaliste, estime plutôt qu'il faut changer la mentalité de ces jeunes. Beaucoup n'arrivent pas à se trouver des moyens de s'adapter aux réalités qu'impose la vie dans chaque pays. Et on pense, et c'est ce que malheureusement ça fait, ce sont les côtés négatifs de le fait de vouloir imiter l'Europe. Et on a envie de faire comme eux. Or, les réalités ne sont pas les mêmes. Donc, c'est sans oublier que c'est avec beaucoup de risques, surtout la manière dont ils voyagent. Moi, je pense qu'il va falloir qu'on fasse un autre travail. Il faut refaire le mental de nos amis, de nos frères et sœurs. Le gouvernement et ses partenaires doivent sensibiliser la population sur les risques qu'elle court en immigrant et mettre les moyens qu'il faut afin d'éviter que ce phénomène prenne de l'ampleur dans notre pays.